Assez importante du président algérien Abdelmadjid Tebboune. C'était lors d'un récent Conseil des ministres. Un moment, je pense, assez clé pour comprendre où va le pays. Oui, bonjour. Effectivement, un moment important, surtout vu le contexte. Justement, le contexte, les sources qu'on a consultées, elles insistent là-dessus, une situation politique, économique, décrite comme délicate. Mhm, Et puis, il y a aussi cette histoire de campagne médiatique jugée hostile contre l'Algérie. C'est dans ce climat-là qu'il faut lire ces déclarations, j'imagine. tout à fait. Ça donne une toile de fond, disons. Alors, l'idée ici, c'est d'essayer de décortiquer un peu cette vision présidentielle. Quelle stratégie face aux défis actuels? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va essayer de faire une lecture approfondie, quoi, en se basant vraiment sur ce qui a été dit. Oui, aller au-delà des annonces. Exactement. Et le point de départ, c'est cette affirmation. Assez forte quand même, le président dit que l'Algérie avance avec assurance. Mhm. Une assurance qui viendrait des efforts de tous, de la volonté populaire, et apparemment ce ne serait pas juste une phrase protocolaire, une vraie conviction. Alors oui, creusons ça un peu. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette assurance affichée? Ce qui est intéressant d'entrée de jeu, c'est que cette assurance, elle est tout de suite connectée à autre chose. La nécessité de tirer les leçons du passé. Ah oui. Oui, on parle explicitement de sagesse politique. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est capitaliser sur ce qui a marché, bien sûr, mais c'est aussi, et peut-être surtout, identifier et corriger les erreurs, les échecs passés. D'accord. Donc pas un optimisme aveugle, quoi. Non, justement. C'est une confiance qui se voudrait baser sur une évaluation critique. L'idée, c'est d'adapter les politiques de façon pragmatique, en fonction des besoins réels, des résultats sur le terrain, plutôt que de suivre des dogmes ou des plans trop rigides. C'est une approche qui se veut flexible, en réévaluation constante. Cette idée de flexibilité, d'évaluation, c'est intéressant. Et ça me semble lié à un autre point fort du discours, cet appel très insistant à la synergie, à la coordination totale dans le gouvernement. Oui, absolument. Pourquoi insister autant là-dessus? Pour construire ce qu'il appelle une immunité nationale. C'est reconnaître qu'il y avait des problèmes avant ou c'est une stratégie pour maintenant? Mais c'est sans doute un peu des deux, en fait. L'insistance sur la synergie, ça suggère une volonté de dépasser les cloisonnements habituels, ou peut-être même des rivalités entre ministères qui peuvent, on le sait, paralyser l'action publique. Oui, les fameuses guerres de chapelle. Voilà. L'idée martelée, c'est que l'efficacité collective, ça prime sur la compétence individuelle ou les intérêts de chaque institution. Et cette cohésion interne, elle est présentée comme la condition indispensable pour que l'État soit solide, résilient face au choc. Quel choc? Économiques, sociaux? Oui, ou même externe, comme ces campagnes médiatiques dont on parlait. L'immunité nationale, elle viendrait directement de cette capacité du gouvernement à agir ensemble, de façon unifiée, cohérente. Face à des pressions extérieures, un gouvernement soudé, c'est vu comme un rempart essentiel. D'accord. Donc cohésion interne pour être solide face à l'extérieur. Logique. Et ça nous amène à un autre thème important, la crédibilité. La regagner ou la renforcer auprès de l'opinion publique. Exactement. Là, le discours est clair. Pas de slogan, mais du concret. Des solutions qui améliorent la vie des gens. On sent vraiment une focalisation sur ce qu'on appelle le front intérieur. Mais comment ça se traduit ça, concrètement, au-delà de l'intention? Renforcer le front intérieur dans cette optique, ça veut dire agir sur plusieurs plans en même temps. D'abord, répondre aux attentes sociales urgentes. Le pouvoir d'achat, l'emploi, le logement. Le classique, mais l'essentiel. Mhm. Ensuite, améliorer vraiment la qualité des services publics de base. On pense à la santé, l'éducation, les transports. Des choses tangibles. Oui, voilà. Et ça passe aussi par réduire les inégalités, qu'elles soient sociales ou entre les régions. L'objectif derrière tout ça, c'est de prouver aux citoyens que les institutions, elles fonctionnent pour eux, qu'elles apportent des réponses efficaces. La crédibilité politique, c'est pas un dû, c'est le résultat de politiques pertinentes et efficaces. C'est un cercle vertueux qu'on cherche. Des politiques efficaces amènent la confiance, et la confiance légitime l'action. Et pour avoir ces résultats concrets, il faut des moyens. La question se pose, comment financer tout ça sans tomber dans des politiques trop dures, l'austérité quoi? Et c'est là qu'arrive ce concept de gestion intelligente, présenté comme l'alternative. Oui. C'est quoi la différence au fond? Juste les mots ou une vraie approche différente? Le discours présidentiel insiste beaucoup sur une différence de fond. L'austérité, c'est décrit classiquement coupe-partout, parfois à l'aveugle,
moins de dépenses sociales, moins d'investissements, Mhm. avec le risque de récession et de difficultés accrues pour les plus fragiles. D'accord. La gestion intelligente, comme elle est définie là, ce serait plus chirurgical, plus stratégique. Ça impliquerait plusieurs choses. D'abord, optimiser les ressources qu'on a déjà, dépenser mieux, pas forcément moins. Ok. Ensuite, une lutte plus forte contre la corruption, le gaspillage, les fuites de capitaux, pour récupérer de l'argent. Puis, rationaliser les dépenses de fonctionnement de l'État, mais sans toucher au social, jugé prioritaire. Et surtout, Et surtout, réorienter l'argent public vers des secteurs d'avenir, ceux qui peuvent créer de la croissance, de l'emploi durable. Modernisation de l'économie, soutien à l'innovation. C'est ça l'idée. donc si je résume, pas serrer la ceinture à tout prix, mais mieux cibler, couper l'inefficace, investir dans le stratégique. Mais est-ce que cette gestion intelligente, elle suffit pour atteindre l'objectif affiché, une nouvelle qualité de développement social et économique? C'est très ambitieux, non? Ah oui, c'est une ambition considérable, clairement. Atteindre une nouvelle qualité de développement, ça va bien au-delà de juste faire grimper le PIB. Ça touche à l'amélioration réelle des conditions de vie, partout. C'est-à-dire? Une meilleure santé pour tous, une éducation plus performante, qui colle aux besoins du marché du travail, des emplois stables, décents, des infrastructures modernes, une bonne protection sociale plus juste et une justice distributive plus forte. Le discours insiste aussi sur le rôle du citoyen, pas juste un bénéficiaire passif, mais un acteur. Hmm. Alors, la gestion intelligente s'est présentée comme le moyen d'y arriver. Mais est-ce que ça suffira? Ça dépendra de la mise en œuvre, bien sûr, et de sa capacité à donner des résultats que les gens voient, ressentent. Les défis structurels de l'économie algérienne sont énormes. Ça demande une vraie transformation. Revenons un petit peu au contexte dont on parlait au début. Ces campagnes médiatiques hostiles, les rumeurs, les fausses infos. Comment est-ce que la tenue de ce Conseil des ministres et le ton utilisé répondent à ça? La réponse, elle semble surtout institutionnelle, basée sur l'action, plutôt que d'entrer dans la polémique directe. C'est-à-dire? En réunissant son gouvernement, en montrant que les institutions fonctionnent normalement, de manière ordonnée, en fixant un cap. Le président envoie un message. Lequel? Celui que l'État est stable, qu'il continue de travailler malgré ses attaques extérieures présumées. C'est une façon de rassurer à l'intérieur sur la solidité des institutions. Et en même temps, de dire à l'extérieur, vos tentatives de déstabilisation, ça ne marche pas. Une sorte de démonstration par les faits. Voilà. Et les sources rappellent que ce n'est pas nouveau. Lors d'absence médicale du président par le passé, il y avait eu des rumeurs alarmistes. La réponse avait été la même. Retour aux affaires, continuité de l'action pour couper court aux spéculations. C'est une communication par l'acte, en fait. Montrer la machine en marche comme preuve de résilience. Et là, on boucle avec l'importance de la crédibilité interne. Si les citoyens en voient que l'État tient bon et agit, ils sont moins sensibles aux rumeurs externes. Absolument. La crédibilité interne s'est vue comme le meilleur antidote à la désinformation. Si les gens ont confiance et voient des améliorations concrètes, ils sont moins perméables aux campagnes qui visent à diviser ou à semer le doute. D'accord. Mais cette stabilité interne, c'est pas juste une fin en soi. C'est aussi présenté comme la condition pour que l'Algérie joue pleinement son rôle international. Ah oui, Oui, dans un environnement régional mondial qui est complexe, instable, le Maghreb, le Sahel, la Méditerranée, un pays stable à l'intérieur, avec des institutions solides, ça lui donne plus de marge de manœuvre diplomatique, plus d'influence. La cohésion nationale devient un atout géopolitique. je vois. D'ailleurs, le projet présidentiel, tel qu'il est décrit, il ne s'arrête pas à l'intérieur. Il inclut explicitement de renforcer la diplomatie, de diversifier les partenariats internationaux. Et cette diversification des partenariats, ça fait écho à l'autre grande diversification, l'économie. Le choix de la gestion intelligente plutôt que l'austérité, ça semble aussi très lié à l'économie algérienne, non? Toujours cette dépendance aux hydrocarbures. Oui, c'est un point central. Comment ça s'articule les deux, la gestion intelligente et la diversification? Des ressources, surtout celles du pétrole et du gaz, quand les prix sont bons, ça doit servir de levier pour financer la transition vers une économie plus diversifiée. L'objectif, c'est clair, sortir du modèle rentier, de sa vulnérabilité au prix du pétrole. Et quels secteurs sont visés? On cite souvent les mêmes priorités. L'agriculture, l'agro-industrie pour la sécurité alimentaire, réduire les importations,
l'industrie manufacturière pour créer de la valeur, des emplois, le tourisme, potentiel énorme, mais sous-exploité, Oui. les énergies renouvelables aussi, pour préparer l'après-pétrole, et puis le climat, et puis l'économie de la connaissance, les nouvelles technologies. Mais bon, la diversification, c'est un objectif qu'on entend depuis longtemps en Algérie. Les résultats ont été mitigés, disons. Qu'est-ce qui ferait penser que cette fois, ce serait différent? Cette référence constante aux leçons du passé, ça joue un rôle là-dedans? Oui, cette référence aux leçons du passé, elle est partout, et elle semble vouloir marquer une rupture avec certaines pratiques d'avant. C'est comme une reconnaissance des erreurs de gestion, des investissements pas toujours bien choisis, ou de cette dépendance excessive qui a freiné l'émergence d'autres secteurs. Mhm. L'insistance sur la gestion intelligente, la lutte anticorruption, le besoin d'une vision à long terme. Ça pourrait indiquer une volonté de s'attaquer aux freins structurels qui ont bloqué la diversification. L'idée, ce serait de créer un environnement plus propice à l'investissement productif, public ou privé, national ou étranger, en dehors des hydrocarbures. Mais la réussite, elle dépendra de... De la traduction de tout ça en politique concrète, cohérente, suivie dans le temps. Il faut passer des discours à la mise en œuvre réelle des réformes. Mais oui, si on garde le tableau d'ensemble, on voit bien une tentative de dessiner une stratégie cohérente, même si le défi de la mise en œuvre reste majeur. Alors, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ça, Hmm. de ce qui ressort de ces orientations présidentielles, on voit un projet national qui essaye de lier plusieurs choses, non? Oui, c'est ça. D'un côté, consolider l'interne, le politique et le social, ce fameux front intérieur, basé sur une confiance retrouvée État-citoyen grâce à du concret. Mhm. De l'autre, une gestion économique qui se veut pragmatique, stratégique, la gestion intelligente, pour financer le développement sans faire trop mal. C'est l'idée. Et puis, cette ambition de diversification pour rendre l'économie plus solide, moins dépendante du pétrole, avec comme but final affiché faire de l'Algérie un pays émergent solide. C'est une bonne synthèse, oui. Ce Conseil des ministres, ce n'était pas juste technique, c'était un moment politique fort pour réaffirmer un cap, fixer des priorités, envoyer des messages, dedans comme dehors. La feuille de route qu'on devine, elle mélange des réformes jugées nécessaires, la stabilité des institutions, l'accélération de la diversification, et puis, en fil rouge, cette volonté de mettre le citoyen et sa vie quotidienne au centre. Un équilibre à trouver donc. Oui, on sent cette tension, cet équilibre recherché entre la continuité de l'État et le besoin de s'adapter. S'adapter à un monde, national et international, qui bouge vite et qui est plein de défis. Et la crédibilité de tout ça, elle repose sur la capacité à transformer cette vision en amélioration tangible. Et justement, pour finir, peut-être une question à laisser à ceux qui nous écoutent. Face à cette ambition de gestion intelligente, de développement centré sur le citoyen, et en tenant compte des défis économiques qui restent, et de ce contexte de désinformation parfois, quel serait, d'après vous, l'indicateur le plus parlant, le plus concret, le plus mesurable, celui qui nous dirait vraiment, dans les années qui viennent, si cette vision se traduit en une amélioration réelle, durable, du quotidien des Algériens? Sur quoi est-ce qu'il faudrait vraiment porter notre attention?